C'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être ici pour le lancement de cette 9e édition de European Lab. Donc on est très content de vous accueillir. C'est la toute première séquence, la séquence inaugurale de cette 9e édition. Cette 9e édition qui se tiendra jusqu'à dimanche prochain. 4 jours de débat, de réflexion, aussi de concerts, de fêtes, puisque cette année il y a des concerts en fin de journée et on est particulièrement ravis d'entamer cette édition avec ce panel qui est intitulé Comment soutenir les musiques électroniques européennes avec Sacha et Auguste qui ont mené un projet dont ils vont vous parler. Ils ont fait un tour d'Europe à la rencontre des acteurs de la filière des musiques électroniques et on a échangé beaucoup durant ces 3 mois de voyage. Donc ça fait hyper plaisir de les accueillir ce matin donc on est ravis qu'ils aient ramené Paola et Desislava. Et pour information, il y a des casques de traduction parce que la discussion va se tenir en anglais et en français. Donc si vous voulez des casques, qui sont disponibles juste là-bas. Donc voilà, merci beaucoup et très bon European Lab. Merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici. Ça nous fait plaisir de faire ce rendu ici, de lancer aussi ce bel événement qu'est l'European Lab. On est très fiers de lancer ça et on remercie toute l'équipe qui s'est investie dans le projet. Ça a été vraiment un bel échange avec European Lab, donc on insiste là-dessus vraiment. Merci beaucoup et puis bravo pour l'organisation, quoi. Pour commencer, donc on a une zapette ou... Ouais. Bon, on va continuer les remerciements un petit peu, le temps d'être prêt jusqu'au bout. On aimerait tout particulièrement remercier Laurent qui a introduit cette séquence, qui a été un peu notre poisson pilote pendant tout ce voyage, c'est-à-dire qu'il nous a permis de nous orienter, de mieux comprendre la chaîne de valeur que nous essayons de découvrir. Et c'était très important de pouvoir compter sur des acteurs bien ancrés comme les Nuits Sonores, Artifarty, l'European Lab, pour développer un projet lorsqu'on n'est pas professionnel. L'enjeu est de savoir si ce qu'on est en train de chercher à faire est cohérent. Et grâce à l'investissement de Laurent, on a pu être cadré dans nos recherches et on tient à le remercier chaleureusement pour ça. C'est tout bon. Alors, un thème, comment soutenir les musiques électroniques en Europe. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va peut-être se présenter. Auguste ? Oui, alors en fait, nous, à l'origine, on est 2 membres fondateurs d'un label qui s'appelle Blue Night Jungle. Et donc, c'est à partir de ça qu'on a lancé cette initiative. Donc, on se présente un petit peu à vous en tant que membre de cette association. Il y a aussi peut-être une partie un peu plus personnelle qui explique aussi pourquoi on a orienté le projet de cette façon-là. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait avant. Oui, alors pour information, donc on a des formations en sciences politiques et c'est aussi ce qui nous a mené en fait à ce projet parce qu'on a voulu à l'aube des élections européennes vraiment discuter de ce qui se passe au niveau culturel en Europe. Et donc, c'est à partir de ce prisme un peu de nos formations qu'on est allé à la découverte de ce qui se faisait en Europe. C'était ça le point de départ, je pense. Donc, si on peut revenir au slide. Voilà, parfait. Alors, ce projet, on l'a appelé une mobilité citoyenne et on a précisé que c'était dans un cadre associatif. Pourquoi ? Pour nous, ça a beaucoup de sens. D'abord, qu'est-ce qu'une mobilité citoyenne ? Finalement, ça veut un peu tout et rien dire. L'idée pour nous était de dire que, avant les élections, on pensait qu'il était important que chacun se mobilise aussi à sa façon. C'est-à-dire que la question du vote est évidemment importante, mais il y a aussi la question de l'engagement personnel en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se place dans la société ? Comment on essaie de la comprendre ? Et nous, on est jeunes, on connaît peu de choses. Donc, finalement, on s'est dit que le meilleur moyen de comprendre l'environnement qui est le nôtre, c'était de le parcourir, de le mettre à l'épreuve, de questionner les gens qui le font et questionner leur méthode de travail. Pourquoi la culture ? Eh bien, comme on vous l'a dit, nous avons un label, donc c'était un point d'entrée assez facile. C'est un sujet qu'on maîtrise un peu plus que les autres, dirons-nous. Donc, on avait envie de voir comment des professionnels aussi vivent un moment d'élection. Comment, pour eux, ça peut être un moyen de faire remonter des revendications.
Donc finalement, ce projet de mobilité, il a été monté autour de 3 livrables qui sont très inspirés finalement des méthodes de lobby citoyen, que sont la vidéo, les cartographies. Si on peut revenir au précédent. Non. Précédent. Non, avant. Ouais, voilà. La vidéo et l'outil Pestel. L'outil Pestel, c'est un terme un peu barbare. En fait, c'est simplement un type d'analyse qui permet de reclasser des secteurs observés. Donc, en l'occurrence, c'est politique, économique, social, technique, écologique, et le L correspond en fait à juridique. Et effectivement, nous, dans notre démarche, dès le départ en fait de ce moment, ça a été vraiment dans cette idée de fournir un travail qui soit associatif, donc qu'on puisse fournir en fait à d'autres associations des moyens de mieux comprendre la scène et de mieux comprendre ce qui se passe au niveau européen dans la culture. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment partir de notre base et de partir de ce qu'on connaît et pour aller traverser un peu l'Europe avec une visée et quelque chose à ramener, quoi. En fait, pour être honnête, les premières personnes qu'on a rencontrées, qu'on a interviewées, nous ont fait une remarque qui était très juste. On avait envie de pouvoir, en définitive, faire des recommandations. Pouvoir dire, écoutez, si on veut développer ce milieu, voilà ce qu'il faudrait faire. Et en fin de compte, quand on a rencontré des gens qui étaient particulièrement qualifiés dans leur domaine, ils nous ont tout de suite dit, vous êtes jeunes et ambitieux, les gars. C'est compliqué de fournir des recommandations à tout un tissu qui est développé dans toute l'Europe, qui a ses habitudes, qui a aussi ses contraintes. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'est enfoncé, qu'on a avancé dans le projet, on a compris que les recommandations, elles viendraient d'abord de témoignages recueillis. Et donc, on a recueilli des témoignages dans toute l'Europe. On a fait 71 interviews filmées. Et on a pu développer ces outils à partir de nos interviews. Et c'est ce qu'on aimerait vous présenter. On va vous présenter plus en détail ces 3 types d'outils. Et on va expliquer pourquoi on les a sélectionnés. Donc, la première partie, c'était l'idée de pouvoir interagir avec un public parce qu'on voulait en faire un moment aussi de mobilisation. Il y avait le contexte des élections européennes et puis c'était aussi un moyen de communiquer pour nous avec une audience un peu plus large. Donc on a pu commencer à filmer à partir d'il y a 4 mois maintenant. Et donc c'était avant notre départ que nous avons fait cette première vidéo on va vous montrer qui explique un petit peu notre démarche au moment du départ. Ah. Pour faire play. La vidéo, elle fonctionne si tu l'avais. Oh. Bon voilà, super les vidéos, ça permet de communiquer. En fait, la vidéo, c'est une image qu'on clique dessus et elle part. Si la vidéo fonctionne pas, on peut passer à autre chose. Ah. C'est possible de le mettre en full screen, les gars? Bon, en fait, ce qu'on allait vous montrer, c'est un teaser d'1 minute. 2 choses intéressantes sur le format. D'abord, pourquoi 1 minute? En réalité, on a suivi les conseils de notre entourage qui est un peu plus calé que nous dans la communication. L'idée, c'est que transmettre un message, c'est une chose. La volonté de le transmettre, c'en est encore une autre. Mais le problème, c'est aussi que le message soit perçu. Et que comment on fait à l'heure des réseaux sociaux quand on n'est pas un expert de la chose? On apprend qu'il faut faire plutôt des formats courts, des formats un peu catchy, des formats qui donnent envie aux gens de se renseigner. Donc c'était aussi tout ce travail-là autour de la vidéo qu'on voulait vous montrer avec le teaser, qui était de dire comment définir un format qui passe pour le grand public, mais qui ne soit pas chronophage. Donc on a opté pour des vidéos d'1 minute, 1 minute 30. Tout d'abord, on a fait un teaser pour annoncer notre départ, un teaser qui a été filmé à l'European Lab à Paris cet hiver. Et on a décidé de développer une série thématique qui présentait les acteurs qu'on rencontrait dans chaque ville. Donc on a opté pour faire 26 capsules et présenter le tissu rencontré localement dans chaque capsule. Si on peut revenir à la présentation. Bon. Ah, mais du coup, slide
Alors, notre idée était vraiment de partir et de fournir plusieurs choses. On voulait faire cet appel vidéo pour rencontrer un public un peu plus large, mais notre projet se destinait aussi à des professionnels ou à des associations qui pourraient commencer un petit peu comme nous il y a 3 ans quand on a monté le label, ne connaissant pas vraiment le milieu, ne connaissant pas exactement la forme que prennent les initiatives européennes. Et du coup, à l'initiative de Sacha, on a décidé de faire une cartographie qui vient répertorier l'ensemble des personnes qu'on a rencontrées pendant le voyage. Alors effectivement, vu comme ça, la cartographie, elle est un peu barbare. C'est ce qu'on appelle une cartographie heuristique. L'intérêt de ce genre de cartographie, qu'on peut appeler aussi en fait une carte mentale, tout simplement, c'est de pouvoir représenter assez librement des acteurs. L'intérêt pour nous était de dire que puisqu'on ne connaît pas la chaîne de valeur, quels sont les éléments qui s'enchaînent entre eux pour finalement donner un produit vendable, présentable, on a décidé de représenter les personnes. Slide suivante, s'il te plaît. C'est bon, slide suivante. Ouais, parfait. En fait, on a décidé de représenter les personnes dans un système d'interaction, simplement. Parce que ce que vous voyez sur la carte, c'est l'environnement dans lequel ils sont plongés. Et finalement, ces petits éléments, ces petites cellules, viennent composer notre cartographie finale que vous avez vue précédemment. L'idée est, pour nous et pour l'association, de pouvoir offrir aux gens une représentation du milieu dans lequel ils s'insèrent. C'est-à-dire que quand nous, on discutait avec d'autres associations, et par exemple, une association nous disait nous, ce qu'on aime ou ce qu'on aimerait faire, c'est encourager à la mobilité. Grâce à ce type d'outils, vous pouvez partir d'un point A et atterrir à un point B, C ou Z, en fait, et comprendre que si tu veux développer une mobilité, il y a aussi des acteurs publics qui travaillent sur ce sujet-là. Et donc, les avoir tous sur le même document, ça permet en fait d'avoir un support de travail qui permet d'orienter une réflexion de façon cohérente, en fait, en ayant conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur. Je reviens à ce terme de chaîne de valeur. Il faut bien comprendre que tout secteur industriel ou économique fonctionne par des associations. Personne ne dirige l'entièreté d'une chaîne de production de A à Z. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, ce qui était important aussi, c'était de montrer ces associations et comment les professionnels, entre eux, vont travailler et s'associer. Pourquoi c'était aussi cohérent, selon nous, de le faire? Puisqu'on était dans une dynamique d'un recensement d'idées aussi politique, placer un acteur dans son environnement, c'est mieux comprendre ses préoccupations également. Voilà. On a du coup un troisième type de rendu qui est l'analyse Pestel. En fait, c'est pour le coup quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour donner des recommandations, comme on disait, même à notre petit niveau. En fait, il faut savoir parler avec différents types d'acteurs quand on mène ce type de projet, et on s'adresse donc au public large, aux professionnels qui travaillent dedans, mais aussi aux gens qui vont essayer de mettre en place du soutien pour aider justement toutes ces associations et toutes ces chaînes de valeur. Et ça s'adresse notamment aux décideurs publics pour lesquels on a décidé de faire une analyse en différentes thématiques pour venir donner des recommandations, mais qui soient sur l'ensemble un petit peu des sujets que peuvent se poser des décideurs publics, donc que ce soit en matière politique, comment on va structurer le soutien, comment on va trouver des lois qui vont soutenir. Par exemple, il y a peu de temps, il y a eu une directive européenne sur les droits d'auteur. Voilà, c'est ce type de choses qu'on est allé voir. Et puis, il y a la question écologique, technologique. Voilà, donc vraiment, cette analyse, c'était aussi un des fondements de notre projet, c'était de fournir un peu ce type de documents librement. L'idée était aussi de dire que on s'est présenté individuellement avec des compétences. On vous a dit qu'on avait un parcours en sciences politiques et on en parle dans le sens où on a voulu le mobiliser. C'est-à-dire que l'intérêt de faire pour nous ce genre de formation, c'est d'être capable de s'adresser à des décideurs publics. Et effectivement, un décideur public ne voit pas les choses sous le même angle qu'un professionnel qui, lui, est dans son travail toute la journée. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il y a une traduction à faire. L'exemple un petit peu qu'on peut donner, à Stockholm, on discutait avec une personne qui organise un festival qui s'appelle le Camp Cosmique. Et finalement, il nous disait qu'il avait le plus grand mal à trouver une mairie, une municipalité qui était prête à accueillir son événement. Et que généralement, quand il parlait à un élu et qu'il disait je voudrais organiser un festival ou quoi que ce soit, en face, le maire ou l'élu, il entend Tomorrowland, quoi. C'est la seule chose qu'il connaît. Donc pour lui, déjà, il va demander un loyer hyper cher.
ou il va refuser parce qu'il a peur qu'il y ait des dégradations, il a peur de voir dans sa commune arriver trop de monde. Donc là, il va y avoir tout un travail de retranscription du projet dans des termes plus politiques. Donc effectivement, on va parler de communauté créative, mais ça permet aussi à ces personnes d'imaginer que c'est pas seulement un promoteur d'événements, c'est pas juste une entreprise. On est aussi dans un cadre associatif. Donc tout ce travail de traduction, on essaie de le faire au travers le Pestel, qu'on diffusera et qu'on rendra également à la DG Connect à Bruxelles. Alors, vraiment, ce qui est très important de comprendre aussi dans ce projet, c'est que c'est une initiative. Voilà, nous, on est parti aussi à la rencontre de l'Europe. On avait vraiment envie de donner cette énergie et d'y aller à fond, quoi. Vraiment d'aller voir du monde, de rencontrer. Et ce qu'on a vu un petit peu dès le départ, c'est que il y a une Europe de fait, une Europe qui est celle le fait qu'il n'y ait plus de contrôle aux frontières. Il y a ce genre de choses. Et puis, il y a une Europe qui est plus une Europe de droit. Et là, c'est toute l'organisation européenne au niveau de la culture. Donc là, on vous a remis quelques petites informations. Ils sont pas tous indispensables, mais on voulait mettre la carte pour revenir à l'idée d'Europe de fait. On vous a mis les populations, parce que ça aussi, c'est un fait. C'est nous, les Européens, nous, on est présents et n'importe quel modèle d'organisation ne pourra pas changer ça. Il y a une population sur un territoire. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle d'Europe de fait. Un fait aussi important, pourquoi aujourd'hui une mobilité sur la musique électronique? Parce qu'en fait, la musique électronique se rattache aux industries créatives, industries qui font beaucoup réfléchir la bulle bruxelloise actuellement, parce qu'elle génère des richesses, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que selon une étude qu'on a reprise de la SACEM, mais qui est aussi mentionnée régulièrement par la DG Connect à Bruxelles, les industries créatives actuellement, c'est le 3e secteur industriel européen. Il faut imaginer que devant, il y a restauration et en premier, la construction. Un fait important, un fait qui est assez marquant, pendant la crise, les industries créatives sont les seules qui ont continué de croître, d'embaucher. C'est bien qu'elles sont devenues le premier pourvoyeur de travail pour les moins de 30 ans. Donc, c'est effectivement pour l'Union européenne maintenant un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique qui se rapporte également à la digitalisation. On est en train de changer. Et ce qu'on appelle le créatif, qui est en fait l'immatériel, prend une place centrale pour les décideurs publics, puisque c'est une richesse innommable et on en est qu'au début. C'est-à-dire qu'on développe des technologies qui nous permettent de penser encore plus de contenu immatériel. On est submergé de ce qu'on appelle les contenus immatériels. Et donc, on pensait que c'était important de le préciser, parce que quand on discute généralement des créatifs, souvent, il y a un petit rictus qui monte, quoi. Les gens se disent, les créatifs, quoi. Non, les gars, en fait, aujourd'hui, les créatifs, c'est la 3e plus grosse industrie d'Europe. Donc, il est temps de se poser des questions. Et on trouvait aussi dommageable que ce thème des industries créatives, finalement, il est totalement absent des campagnes. On est allé rencontrer monsieur le député Jean-Marie Cavada, qui, lui, a travaillé sur la directive droit d'auteur. Et quand on lui a demandé si, au niveau de sa circonscription, ça pouvait être un argument de dire qu'il s'est investi pour essayer de faire passer un texte qui protège les contenus immatériels, il a rigolé. Il a tout simplement rigolé. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Donc, il nous disait, moi, j'aimerais bien pouvoir en faire un argument de campagne. C'est ce qui a occupé mon mandat. Mais en réalité, si j'explique dans la circo à Paris, à côté des Champs-Élysées, que j'ai passé tout mon temps pour des créatifs, autant vous dire que je suis plus élu. Alors que pourtant, cette directive droit d'auteur, elle touche la musique électronique et finalement, elle est beaucoup plus transversale. On en vient même à savoir l'idée pour eux, pour les députés qui ont travaillé sur ce texte, à la base, c'est tout de même parti de réglementer des vidéos Facebook. Et finalement, on en vient à parler du droit d'auteur dans les musiques électroniques. Donc, on était même surpris qu'après, pendant la campagne, alors que la directive droit d'auteur a quand même généré une certaine mobilisation, on n'ait pas entendu plus parler de ce thème-là. Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est comment développer l'économie numérique européenne. J'ai pas de choses à rajouter là-dessus. Donc, on a une présentation un petit peu rapide de ce que fait l'Europe pour cette industrie créative. Donc, effectivement, on en a parlé. Il y a la directive sur les droits d'auteur qui a mené un débat assez important. Il y a tout des actions préparatoires. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer petit à petit, des mesures de soutien, que ce soit à la musique, mais aussi à l'ensemble de la filière créative, avec notamment le programme Europe Créative, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure.
Donc voilà, rapidement, c'est vraiment cette idée que c'est en train de prendre de l'importance et que au niveau européen, ça s'organise pour structurer un petit peu les aides à cette industrie. Voilà, une décision marquante. Les chefs d'État européens ont pris une décision en mars où ils veulent utiliser la musique comme un instrument de soft power. C'est-à-dire que aujourd'hui, on en vient même à dire que, vu l'importance de cette industrie, bah, elle fait partie intégrante de notre politique étrangère européenne. Et ça, c'est un cap qui est absolument à prendre en compte, parce que ce que ça signifie, c'est que dans la scène internationale, dans laquelle sont les États, utiliser la musique comme argument, c'est aussi l'utiliser comme un élément qui définit notre identité. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les décideurs européens acceptent, ou en tout cas acceptent de discuter du fait que la musique soit un vecteur de transmission des valeurs européennes. Et à ce titre-là, nous, on pensait que c'était un moment qui, du coup, justifiait tout l'intérêt de ce voyage. Bah, puisque la musique est devenue un élément de notre identité, allons voir qui l'a fait, comment ce circuit s'organise. Et donc, on s'est rendu compte que ce monde-là, il est fait de travail entre professionnels et de soutien. Et d'un soutien qui est apporté par les acteurs publics. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité Paula et Desislava, parce que Desislava représente cet interlocuteur public et Paula représente cet interlocuteur privé qui peut, de temps à autre, venir travailler avec le public. Donc c'était aussi ce phénomène-là qui se passe dans la vie de tous les jours qu'on avait envie de reproduire avec vous aujourd'hui, pouvoir interroger les politiques publiques mises en place et les besoins des professionnels et les faire se confronter, gentiment, j'espère. Donc on a le plaisir de demander à nos deux invités de se présenter maintenant. Alors peut-être Paula, si tu veux commencer. Wait, yeah, sure. So, guys, thank you for inviting me. My name is Paula Poštolková. I'm from Bratislava, it's the capital of Slovakia, Central Europe. And I'm a head of production and a programmer of this, the biggest culture creative center, Nova Cvernovka, which is in Bratislava. It's the biggest, but also the youngest, which is a special kind of case study. And I'm also part of the initiative of the LALA, Slovak Music Export Office, that we created 3 years ago to help the music scene in my country. And we also started a new Slovak Showcase Music Festival and a music conference called Sharp, which is also happening in Nova Cvernovka, the venue we run, the center we run. So it's all combined. I would also maybe say that Slovakia is a country that's been for a long time under the communist regime. So basically the music scene started to evolve after 1999. So mainly when we are speaking about electronic music scene, there was none for many years, and it was starting to develop as a very underground thing in the wild 90s. So yeah, that's about the background. So now we are getting there. We are trying to professionalize the scene itself in Slovakia. That's what we do as Slovak Music Export Office, and also as Cvernovka, we are kind of like organization that it's example of a private initiative, because we are doing things ourselves, and yeah, I can speak about it later. And Desislava. So hello everybody, my name is Desislava Pancheva and I come from Sofia. I've recently become the head of office of the Creative Europe desk in my country, which means I work with the Ministry of Culture. That being said, I just want to say that I come from a completely underground and independent artistic background. I've been running off several spaces that are independently funded and artist-run spaces since 2011. And so for me, let's say that being here, it's quite a challenge, because I'm not the exact person you want to talk to in my position. So I'm very critical about my work and also the European Union and Commission's work. And I hope that there won't be some big issues with me just speaking up my mind openly today. I want to thank Sasha and August for inviting me here, because as you see, we need to use these tools for translating. You know, the language is really complicated, and European Union is a place with such a variety of languages spoken.
And this is really a good metaphor for what's happening in general in our society nowadays, politically and socially speaking. So music and electronic music is really a universal language and a way to bring people together. So I'm really supporting my local scene since I've returned from Italy in 2011. So I've been organizing and co-organizing several festivals, art festivals, but also with a focus on musical program, trying to bring mostly together artists from the Balkans, because as Paula just said, we come from completely different backgrounds. Bulgaria as well was 35 years under a single party regime. So since 89, let's say, now it's 2019, there's been like a lot of development, but mostly started through grassroots organizations and underground people that work just investing their own money and time. Just recently, we started, let's say, actively participating in application for EU funding, and so Bulgaria and Slovakia, let's say, it's a completely different example to what you are experiencing right here. This is very important to know, because what Sasha and Agus did is a really good approach for any kind of policy maker. They had the approach from inside to going outside, and also from the bottom to the top. To learn the problems, the issues, you need to be able to know where the other person is coming from. So talking about the union, there's so many different particles that form the union, so many different cultures, as they said. It's a really complex process. And I don't think we should leave to the policymakers to make the conversation between us. And I think festivals like this are really a great example of how people can just meet and face-to-face talk about issues. Thank you. Alors, une première partie pour ce débat. Effectivement, une union de nations. Desislava a souligné la question de la diversité. Nous, on en a mis en lumière deux sur lesquelles on voudrait vous faire parler. D'abord, la diversité, effectivement, mais aussi la subsidiarité. Deux enjeux, très, très succinctement. Bon, la diversité, je pense que tout le monde voit ici ce que ça signifie. Et effectivement, il y a une diversité nationale, elle est très importante. Il y a des identités nationales très fortes dans cette union, qui est l'Union européenne. Et il y a un principe qui vient régir toute l'action de l'Union, qui est le principe de subsidiarité. Pour faire très simplement, la question qu'un décideur européen doit se poser, c'est « suis-je à même d'être l'acteur le plus utile pour les personnes que je souhaite aider ?» En conséquence, si une autorité publique locale ou nationale est capable de développer un projet, alors l'Union n'a pas à le faire. C'est aussi une question de souveraineté qui ressort ici très fortement, d'où le fait qu'on parle bien d'une union de nations. Politiquement, c'est très important à comprendre parce que ces deux notions vont venir fonder toute la réflexion politique européenne, mais donc la création et la constitution des programmes européens. C'est-à-dire que sur la route, par exemple, on nous a dit, ben, voilà, moi, pour exemple, à Ljubljana, on discutait avec quelqu'un qui tient un club et qui nous disait, mais moi, l'Europe, j'aimerais bien un peu d'aide, quoi, mais je comprends pas. Bah, en fait, l'Europe n'a pas le droit de t'aider toi directement. L'Europe peut t'aider si tu es avec d'autres Européens, d'autres États-nations, si tu fais des alliances qui dépassent le cadre national. Mais sans ça, effectivement, l'Europe ne fera rien pour toi. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que dans un débat, c'est fondamental de savoir à qui on s'adresse et comment est-ce qu'on peut s'adresser. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces personnes. Donc, sur la diversité, on aurait aimé faire parler Desislava un petit peu sur l'organisation de son travail au quotidien, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette diversité, elle va se retrouver jusque dans les bureaux nationaux de l'Union européenne. Et donc, chacun va héberger un bureau qui a le même nom, mais dans des conditions différentes. Et ce qui nous intéresse, c'est le témoignage de Desislava à ce niveau-là. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en France, on a un bureau Creative Europe à Paris, qui est indépendant, qui est par exemple dans ses propres locaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la même chose pour tout le monde. Le poids national, de la forme nationale, va venir aussi impacter le travail européen. Et à ce niveau-là, je pense que Desislava peut nous faire un témoignage intéressant. Yeah. Firstly, you visited my desk, so you know how it is. Firstly, it's a very hidden place.
So hidden because it's in the Ministry of Culture, which is also quite hidden. It's been an institution that for many years has managed a super limited budget, which is a governmental policy, of course. It comes from our general government strategy. So the money for culture in Bulgaria is extremely limited. That being said, and this not being a local, on a national level, a priority, it's really difficult for the organizations that are working in the cultural and creative industries in Bulgaria to co-participate in the European programs. Because as you all maybe know, the Creative Europe program is a program that co-funds. So there is always the necessity of the organization to participate with, of course, their own income. And there's also certain eligibility criteria, which is really difficult for organizations working in a small country like Bulgaria to meet. So that being said, we were discussing earlier the necessity for me as a person engaged in the process from both sides to maybe consider the fact that the programs are not very well tailored for micro-organizations. Because talking about electronic music, just in the past years, it's become kind of industrialized with the big festivals through Europe, which have become like a kind of like, an institution. But behind all those festivals, we know the single players, the producers, the booking agents, the club owners, the artists, the promoters. And these are all pretty much small organizations, or some of them even single persons. So I believe this is a really important moment now to say that you cannot talk about equal possibility of participation when the sector is so specifically tailored to the small organizations. I hope in the program that's about to start, the Music Moves Europe program, this will be taken into consideration. And so there will be maybe special criteria for smaller organizations. Another thing for my experience, so you should know that in all the post-Soviet, again, we're speaking about that, but this is where we come from, post-Soviet countries, there are certain, let's say, disbelief about funding. Because for so many years, the ministry and the government was the only possibility of funding, so we don't have any private funds. We do have some private funds coming from outside, from other countries, but they're obviously supporting their own culture priorities. So for many of the contemporary, let's say, activists in the electronic music scene in Bulgaria, it's a complete waste of time, let's say, to apply for these projects. I've done like a research survey before coming here, so I spoke to maybe 10 different, let's say, examples of people in a way involved in the active electronic music scene, and all of them are completely, let's say, negative about the possibility of getting a project funded, apart from some organizers of festivals. So this is something really important to say. A festival is a showcase of, let's say, the current production situation and a way to gather together. But behind that, the support should be focused on the production, on the mobility, on the possibility of artists to perform abroad, to meet with others, to cooperate, to exchange in a physical way. You know, we can't talk about platforms online. The partner search platform, for instance, is something that I find a little bit disappointing, because what is the point of searching for a partner online? We meet people in real life, and we go to festivals to meet people, we go to parties to meet people, we go on the streets to meet people. So I think this should be really a focus, because only through meeting the real people you can understand who is the person or the nation or the issue behind. What else can I say? Yeah, I'm very... So working in the ministry is really difficult for me, as I said, also because the European Union does not apply certain pressure on unifying the rules that we work with. So how can a structure be
universal, and then underneath that structure, everything is independently organized. We spoke with Sasha and Auguste about organic. Yeah, I use this word a lot. If this is organic, it is not organic. You cannot place an umbrella on top of a flock of sheep and just let them run around. Who are you going to cover? I think it's just a problem of management and coordination between the programs and the local ministries, because only through that communication, the institutions should communicate in the first place. We say institutions and we say policymakers, but these are real people. These are people like us. If we are here, they can be here. If we make this conversation, they should make this conversation. We can't rely on grants posted online, writing letters, always being organized in such a bureaucratic and administrative way. Because currently what's happening in the world it's quite shocking, we need to act, we need to be proactive, and talking and writing all these endless documents of research. I think it's just people need to start talking, and I hope it can happen soon. Et merci pour toutes ces choses qui m'inspirent aussi vraiment cette idée que un des intérêts pour nous de cette mobilité, ça a été justement de découvrir les différences concrètes qu'il existe entre les différents pays, et que ça se voit physiquement dans la ville ou par des moyens, etc., qui sont mis en place, et notamment des moyens d'organisation, ne serait-ce que de fonds européens, comment ça fonctionne, etc. Une autre chose qu'on avait repéré aussi, c'est à un moment donné, il y a deux moyens, grosso modo, de financer la culture. L'un est de vraiment cette approche que ont les Britanniques notamment, c'est l'approche par le marché. Ils ont un marché qui fonctionne bien, du coup ils vont trouver les fonds dans le privé, et ils savent que s'ils se lanceront, ils n'auront pas d'aide publique ou très peu. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont plutôt se tourner vers le public. Nous, on a des politiques culturelles qui sont assez soutenues, et on ne se rend pas forcément compte, d'ailleurs, quand on est en France, à quel point on est assez envié là-dessus à l'étranger, en fait. Il y a vraiment un soutien qui est assez fort, même si ici, on n'y pense pas de cette manière. Et là-dessus, ce qu'il y a de fort, c'est qu'il y a des pays, par exemple en Croatie, où on nous dit, bon, on n'a pas de quoi faire un marché pour nous-mêmes, parce qu'on est trop petits, et on n'a pas d'aide culturelle. Et donc, nous, ce qui nous a intéressés, et je pense que j'aimerais faire réagir Paula là-dessus, c'est qu'il y a des initiatives qui quand même trouvent des aides, et notamment auprès du privé. Donc, c'est le cas de Nova Crnogorska, qui a eu des aides. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement en fait du financement un petit peu? Yeah, sure. So what's interesting in the background of my country, or the organization or the initiatives that work in my country, or my own experience as Nova Crnogorska, we basically are funded or getting money from private funds, or we're trying to find the money on our own. The problem is that European money are coming to my country, but because of the corrupted background after communism and everything, it's really hard to reach them, or they are just like lost in translation somewhere around us. So I agree with Desi about the problem with the micro-organizations, that the little consumers or the little organizations, it's hard for them to reach the public funding. Also because the state-run organizations, for years they've been supporting culture, but in their view, the culture was like national folklore. Contemporary art or electronic music scene was something really underground, connected with like wild warehouse parties, weird artists and drugs. So there was no trust to us, and so people learn that, okay, if I want to do something, with people around me, change something in my environment, in my society,
we really need to find our own way. So basically, that's also the case of Nova Cvernovka, our creative center, where we also do like events, also electronic music parties. We decided, okay, if we want to make it official and start something new and big, we need to find our own business model. So first we find a place, we made a business model of how to rent the space to artists. They will pay rent, with the money from the rent, we'll pay the bank loan. So we asked for the bank loan, around €500,000, like a private bank loan. So my friends and colleagues, they actually had to put their own flats into it and risk their own things they have as a collateral. So yeah, and then we started to ask like private business organizations like banks or like foundations of the banks or like companies, that developers, whoever, like we need €10,000 for the walls, we need 50,000 for the reconstruction, we need an elevator, let's, so step by step we did this. Because also the problem, we also asked the county, we also asked the city, we also asked the culture fund, but they said, okay, so far you had no results behind you, so we can't give you anything. So we started on our own, and that's the case in most of cases in Slovakia. I mean, you're trying to find private partners. Also, the problem is like, it's with the leaders, the political leaders are changing. So someone promised you we'll give you money, but in 2 years, because of new elections, it changed. So you can't get it for granted. But with private partners, they say, okay, we'll fund you for 5 years. And usually they do it because it's on paper and it's signed. But with public money, it's a bit different. Also, the case is we have the biggest music festival in Slovakia called Pohoda Festival. And Pohoda Festival as well has this rule, they will never accept public money. Never. They just work with selling tickets, selling beers, and having private partners. So, because they are too afraid to say yes to someone, to politicians. I mean, they want to stay independent and to be free in what they do, and artists they invite, and not to be influenced by someone who will say, we don't want you to invite orchestra from Ukraine because there is conflict. So, which the pressure is there. So that's why we want to stay free, I would say. Et, alors, c'est très intéressant ce que nous dit Paula, puisque effectivement, pendant le voyage, et là, vous vous baladez à l'ouest, la question qui revient, c'est comment je peux travailler avec le public, qu'est-ce qu'ils font pour moi, comment ils peuvent m'aider. Tu vas à l'est et on te dit qu'ils me laissent tranquille. Ouais. Moi, je veux juste faire mon truc, d'accord. Si juste déjà ils m'interdisent pas, c'est cool. Ce que je veux dire par là, c'est un peu caricatural évidemment, mais ça montre aussi que au sein d'une union, on a des décideurs politiques qui vont devoir bâtir des programmes qui, dans un sens, doivent répondre à la question de comment je peux vous aider, et dans l'autre, comment je peux vous laisser tranquille, mais quand même vous encadrer, parce que le législateur a ce rôle-là d'encadrement aussi des activités sociales. Du coup, nous, ça nous a amené à une question qui va mener cette prochaine partie de la discussion. Ouais. Alors. Plus bas encore. Non, Avant. Encore avant. Voilà. La question de quel soutien est approprié. Et alors, on a employé deux termes en opposition. On a opposé Thessalonique à Berlin, et on a employé deux termes qui sont culture sacrifiée, culture sanctifiée. En fait, l'idée est de comprendre, une fois qu'on développe une politique de soutien, une politique d'aide, quel est le résultat final sur le long terme. Et finalement, quand on est arrivé à Thessalonique, ce qui est ressorti de nos discussions avec les acteurs culturels était de dire, d'abord, on n'avait pas énormément de contacts avec les institutions publiques dédiées à la culture, mais surtout, ces contacts se matérialisaient essentiellement par des soutiens financiers. Le problème d'un soutien financier, c'est que quand il y a une coupe budgétaire au niveau étatique, il n'y a plus de soutien. Et ça, c'est une scène entière qui s'effondre. Or, à Berlin, on a vu une culture qui est sanctifiée. Et qui est sanctifiée par quoi? Par l'accès à la propriété. Les acteurs culturels sont propriétaires de leurs espaces. La mairie ne va pas directement donner de l'argent, elle va offrir un terrain. Elle pérennise l'activité. Et donc, sur ces questions-là, on voulait mettre en illustration deux témoignages. Le premier, c'est Anastasios, qu'on a rencontré à Thessalonique, qui fait partie également du réseau We Are Europe.
et qui va parler de cette question de l'effondrement d'une scène entière. Juste pour remettre en contexte, en fait, donc Thessalonique est donc une des villes qui a été particulièrement marquée par la crise que vous connaissez tous. Et en fait, l'idée pour lui est la chose la plus importante pour que la culture se maintienne, c'est pas forcément de donner de l'argent, mais c'est de maintenir un environnement favorable, parce que pour se produire, les artistes ont besoin de scènes, ont besoin de lieux, et en fait, si on ne soutient pas ces choses-là, si ça s'effondre, bah, ça devient extrêmement compliqué de maintenir en fait ces idées de vivre ensemble, etc. Donc, on a un petit extrait vidéo sur la slide d'après qu'on voudrait vous partager là-dessus. That they encourage culture and that they encourage all these people that they are at home trying to make beats and trying to make music to have actually somewhere to express themselves. When you don't get that, it's a kind of problem. So we have a kind of a paradox now. We have more producers in Greece, not crazy numbers, but we have more producers than before, more people forming bands, trying to, you know, do something than before, but we don't have the opportunities for them to present what they actually do in the studio like before. So it's a kind of a paradox. Alors, pourquoi ce placement temporel like before? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Thessalonique était une ville qui était hyper active dans le milieu des musiques électroniques. C'est-à-dire que Anastasios nous racontait que dès les années fin 80, il y avait une scène très présente, très implantée, aussi du fait du tourisme. Et donc, il y avait une quinzaine de clubs dans la ville. Les DJ se régalaient, allaient de club en club, il y avait des échanges, il y avait des artistes qui étaient reçus. Eux, ce qu'ils ont perçu, c'est que du jour au lendemain après la crise, ils n'avaient plus aucun club. La ville n'avait plus de club. C'est-à-dire qu'on passe d'une scène qui est proactive, qui est réputée internationalement, à un vide. Simplement un vide. Et ça, nous, on voulait vous le montrer, et c'est ce qu'on a appelé une culture sacrifiée, clairement. À l'opposé, on va voir Lutz. Alors, Lutz, on l'a rencontré à Berlin, et il a créé une structure qui s'appelle Creative Footprint, qui travaille avec différentes villes, qui travaille avec Amsterdam, Berlin, Tokyo et New York. Et l'idée est de cartographier l'implémentation des clubs et des zones des communautés créatives. Et donc là, on change totalement d'approche en fait. On ne vient pas soutenir une activité économique que serait la production de contenus matériels musicaux. Ici, on vient soutenir des personnes. C'est les personnes qu'on soutient directement et c'est à elles de développer leur activité. Et donc, Lutz va nous expliquer dans l'extrait suivant comment lui, il envisage donc ce soutien auprès des communautés créatives. Yeah, of course, there's a spiral. The more attractive an area gets, the more people want to move there, the higher the rents will be, because that's the market. But I think that's why we have politics. I mean, you can actually steer different ways how cities are developing. But you also have to recognize this early enough and then to steer it in the right direction. And most of the cities don't steer it at all. And those who steer it now, they do it way too late, like London and Berlin. So 10, 15, 20 years too late. So you can prevent that people are coming in which are not really contributing to the community. You know, to upscale a building and make it more luxury to live, you don't really bring value in this community. While if you're opening a community space, you bring value, you know. So I think that is also something to discuss. Who wants to move into this area? What are they contributing? What is actually happening?
Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'une des premières fois, on avait quelqu'un qui nous parlait des communautés créatives. C'est vraiment cette idée aussi que les artistes et les créatifs ont une place dans la ville, ont une place dans la société, mais ils fonctionnent vraiment autour des réseaux organiques, comme disait Desislava. Et je pense peut-être que Paula pourrait peut-être réagir là-dessus, sur cette idée vraiment à partir de ton lieu. Tu as réussi à aussi générer en fait un ensemble et peut-être rencontrer aussi et proposer à des jeunes ou à des créatifs de pouvoir fournir un travail et un lieu d'expression. Yeah, I agree with it. Svenoka is basically absolute community approach, which seems to be really working in my country. That ways of when you do something on a community level, you can really grow to be like big and to be a big influencer in your area. We are now what we do officially for 3 years, but we have a huge impact and we bring a lot of value to the area where we are, but the whole city. And now the official entities start to recognize us and start to value us for that because they actually need us and as we need them. So I think this whole thing about community, it's helping us to get the trust, gain more trust from the entities, and also it's like vice versa. I think it's all about building the trust, and that's the way for future, I think, for getting the right money to the right players, because they see it's work, and the community approach is very honest, it's very human. It's very natural. We have a huge area with artists, but now it's like we have place for families, for kids, old people from the area who first were like really against us because of the noise and all the normal problems of doing events. Now they come there and do barbecue with us. We know each other. We started to do like 9 years ago in the old place, we started to do like this open day of the studios. It was like event for friends, for like 500 people came that day for free to see what the artists do. And now we have a festival for 9,000 people that come like on the 1st May on the Labor Day, and it's one of the biggest events in the city. We still don't get any funding from city or the country for it. We still do it ourselves. But yeah, I hope for future that it will change. Et je pense que Desislava aussi, ça a été une rencontre aussi avec toi. Quand on est arrivé donc à Sofia et qu'on a toqué à la porte du ministère de la Culture, on s'est aperçu qu'ils avaient choisi quand même quelqu'un qui avait justement ce réseau organique avec la scène et qui puisait en fait sur ce réseau pour pouvoir adapter et faire ce travail de médiation, même si c'est difficile, et peut-être que tu peux nous en parler aussi un petit peu. Well, to start with, I've been asked several times in the past years. I was running my own, I have an arts foundation called Artonomy. So Artonomy, it's very self-explanatory. And so being autonomous and autonomous, I consider myself not being eligible for working in an institution that I was despising so much and disrespecting in many ways. But honestly, it's been a really good process for me because I came to realize that the people, the entities, the units in the so-called institution are actually really good and benevolent and some good professionals behind that. But the system is so rigid and it's so rusty that you can hardly change and move outside the box. So this rigidity of the system on a local level, because then we talk about the European new system is being created. So if you want to manage something larger, you need to also modify the units so they're more or less working in the same way, because otherwise it's not organic. It's just something structure which is hosting another structure. Structures are very rigid, so for me to be in the ministry is like a challenge for myself and for those people working there, because I'm very controversial and I'm not speaking my mind only when left alone. So when they ask me a question, I'm pretty straightforward.
I see a lot of issues, and I don't want to be involved in any way in the politics or the decision making, but I just want to be speaking openly, which is something else that is very unique for this electronic music we're talking about. Actually, I wanted to kind of entertain you with a quote. The quote comes from a music textbook from Bulgaria from 1974. So in 1974 in Bulgaria, the national radio, which was a really important mechanism and tool for independent musicians to develop new kinds of music, new approaches, gave a studio to the first electronic artist in 1974. So we're still talking about full-on regime. And at that time, there's a quote here from an interview, the description for electronic music in the textbooks was, 1 second. It's quite a complex one. Well, I'm gonna freestyle quote it. Something unhuman, controlled and created only by intellect, which is also a manifestation of the bourgeois. So there you go, you know, something that is out of the control of the system and that you cannot manipulate. Important thing to know about our country is that during the communist regime, even folklore was rewritten. Okay, so there was the purification, because you need to know history to know how we ended up here. The next strong influence was the nationalists. So the nationalists said, let's purify this music of ours, even though Bulgaria was always a mixture of Greek, Slavic, Persian influence, Turkish as well. And so they said, we have the same folklore songs, but now we remove this instrument. We do it without the bouzouki, which is a Greek instrument. We replace it with a more Bulgarian instrument. And then you see, my friends, at the end, you're studying folklore and you think this is your history, the musical heritage, but it is not really. All the archives have been obviously destroyed. And this being said, I just want to open the brackets about the online distribution and the archiving of music. Of course, you said that nobody mentioned before the elections the fact that you know, they're trying to push this policy for the copyright. But come on, half of the European Union, and I'm talking about our countries, it's like piracy ruling the scene. I mean, DJs are openly speaking and saying that they download music, firstly because they can't afford it, but even if they could afford it, they said it's so much faster for me, like just, you know, go and press the button. And this is a scandalous, I think, approach, which we should understand. So piracy is not good, but also not archiving your work is not good. So how do you put something online to make it available for the public, but also protect your work? This is a big issue. Yeah. On peut passer à cette troisième partie. Voilà. Alors, ce qu'on avait envie de faire en appelant cette dernière partie un retour d'expérience, finalement, nous, en dérushant, comme on dit en bon langage de personne qui fait de la vidéo, on a revu les interviews, on a revu les messages qui étaient passés. Et en fait, on avait envie de parler avec vous, d'échanger avec le public aussi, et de se poser la question de comment est-ce que, face à certaines préoccupations, vous réagiriez? Qu'est-ce qui est possible de faire? Ça serait aussi intéressant d'avoir l'avis de Desislava et de Paula là-dessus. Par exemple, en Suède, on a rencontré un DJ qui s'appelle Albion Venables, qui a d'ailleurs joué aux Nuits Sonores il y a quelques années, et qui nous disait qu'il était très embêté parce qu'en fait, il vénérait un objet qui est le vinyle. C'est un grand collectionneur. Mais finalement, il était en train d'être désenchanté parce qu'il réalise que par rapport à son engagement écologiste et par rapport à ses consciences quant à l'environnement, le support était devenu totalement en désadéquation avec sa pensée. Donc, à ce niveau-là, on aurait aimé un peu vous questionner, vous, sur
par exemple, la thématique écologiste, comment elle entre dans votre travail? Comment elle est prise en compte et est-ce qu'elle l'est, tout simplement? Okay. Now again, I have to speak like a politician. But talking about environmental causes and issues, let's face it, we need to talk about scale. Okay, so when you're assessing a problem, you have to deal with different criteria. So what is my criteria? Is it the volume or is it the quality? So talking about pollution and ecological crisis, I don't think that the vinyl production is, the main concern. But obviously, if you're concerned with that, then just download digital music. The thing behind vinyls is something much more than that. It's the fact that you really need to be physically present in the place, in the shop, at the record store. It's something also to do with books. I myself, I deal with artist books, so it's a really organic network. People producing vinyls, people selling vinyls, people buying vinyls. And of course you can order it online, but it's still, you have this physical object. You have something, you're holding it in your hands, and there's something about humans, the fear of disappearing and not leaving anything behind. I guess we're obsessed with this collection of objects and things. But at the end of the day, is it a vinyl or is it just a file on your computer? Doesn't really matter. It's important to get it out there and to create a platform for this music to be distributed. So that being said, it's also one of the, let's say, positive priorities now in the Music Moves Europe program. They want to sustain platforms and to allow the interconnections, so people being able to really travel, visit each other, then archive, document their projects, and that's a positive thing. I don't know. I mean, the vinyl issue. What's wrong with the vinyl vinyls? issue? Is for me not that big issue in the whole topic. But yeah, I don't know. What I would say is maybe that what we need more, it's the personal approach. The more the continue the networking this way as you did, as you traveled 2 months, to be more in the human contact and to collaborate. So this level, because in this digital work, when everything is digital and the communication is very digital, also sharing the music, producing the music, I think we need to just to discuss, to talk, also meet in person. I don't know, see what we do, visit. So. Mais effectivement, pour rebondir, et je ne sais pas si on est un petit peu court maintenant sur le temps, mais une des choses qu'on retient vraiment aussi de ce périple, c'est il y a un besoin d'archives et il y a un besoin de montrer ce qui s'est fait auparavant pour ne pas oublier ce qui a été fait. Par exemple, ça a été le cas à Thessalonique. Ils avaient l'impression que les jeunes ne se souvenaient pas que eux, ils avaient été un des centres culturels européens sur la musique électronique. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'archives. De même, je pense que tisser des réseaux interpersonnels vraiment organiques et vraiment juste des relations humaines est l'un des moteurs juste de la culture et des gens qui veulent faire de la création. En fait, c'est aussi à ça qu'on aspire. C'est un petit peu la vision, je pense, partagée. Et là, pour le coup, peut-être que ce serait une des identités européennes. C'est de vraiment que les gens qui participent à la création veulent juste créer des liens. Et je pense que il y a à la fois ce besoin d'archives, de rencontres. Et aujourd'hui, je pense que une des choses qui ressort de ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un besoin de mobilité. Il faut que les gens puissent profiter en fait de l'opportunité que nous offre l'Europe pour aller voir justement ce qui se fait et voir physiquement les personnes. Voilà. Peut-être que maintenant, ça serait sympa d'interagir avec vous finalement, parce que nous, on est un peu aussi impressionnés par ce qu'on est en train de faire. C'est un exercice qu'on ne maîtrise pas forcément des masses. Et il y a peut-être des choses que vous auriez aimé pouvoir entendre dans cette conférence et que vous n'avez pas entendues. C'est le moment de vous manifester si vous avez des questions, envie d'un regard ou voilà, quelque chose. Ouais, bien sûr.
Merci. Alors moi, ma question sera, vous en avez beaucoup parlé en fait des points communs qu'il y avait entre les différentes scènes, des différences, et j'aimerais plus entendre parler des points communs, et surtout sous l'angle, donc la musique électronique, c'est d'abord une culture underground, une sous-culture qui s'est un petit peu institutionnalisée dans certains pays, et qui est aussi une culture militante. Et je voulais savoir justement quels étaient les points communs entre les différents sites que vous avez vus et où en est le militantisme dans la musique électronique aujourd'hui, et est-ce que dans certains pays, le fait que la musique électronique se soit institutionnalisée, il n'aurait pas perdu son militantisme? Maybe I can try to answer that with an example, like something that recently happened to me. I was last year for 3 months invited to take part in a residency program in Zurich. So I wanted to take this out as an example because, okay, Zurich, the capitalistic utopian, system that everything is so well smooth and everything is funded. And we spoke with my host there. She told me, you know what's happening now? Of course, there was a lot of money for culture and arts, but of course, there is more and more happening. And there's more musicians and there's more artists. So now what's happening, because everybody is trying to be funded and to get money, it's one cake and only that many pieces. So people start to compete. Once you get into the mind frame of competing with your co-workers, with your co-artists, with your co-citizens, it's not good. So one common thing I believe is the need and the necessity that people see for collaboration between between French artists, Bulgarian artists, Slavic, anybody. And to collaborate means to communicate. To communicate means to try to understand the other person. Once you understand the other person, then you understand maybe where he comes from and the country and his political and religious or ethnical background, And if we're all trying to get the pieces of the cake, then we become just fighting. It's a fight. So this is also a big issue with this funding topic, I find, in the arts world. As you said, music has become institutionalized, and also is art. Culture also has become a really big political tool. Cultural identity is the new topic. We were talking about national identities, but now it's cultural identity. And then it's another identity. And this is policies, behind every topic. So make the people talk about it for a year or two, and then it's another topic. So culture is something not so tangible. You can't touch it always. You can't put it somewhere in a gallery or in a club. And it's mostly the reaction or the result from the interconnection of people, what they produce together. It's collaboration. So I think a main issue and what people feel should happen now is to start to collaborate more, not to be independent, closed in your little bubble, in your organization or in your own studio, but come outside and make dialogue with others. Est-ce que du coup c'était une réponse satisfaisante? Tu aimerais qu'on aille sur d'autres points peut-être? Non, plus. Vraiment sur quels sont les engagements militants en fait de chacune des structures que vous avez pu rencontrer en fait? Ils vont défendre la culture libre, ils vont défendre la liberté d'expression, ils vont défendre le fait de créer des espaces pour les communautés. Enfin, comment ça s'inscrit concrètement dans chacune des villes? C'est une question qui est pertinente dans le sens où déjà elle amène à se poser la question de quel est le rôle de l'artiste en fait. Est-ce que c'est à lui de porter un message pour les autres? Est-ce que c'est à lui, par une revendication particulière, de l'exprimer dans son art et d'en faire un argument artistique? C'est une question qui est particulièrement délicate, surtout à l'heure actuelle où le travail des artistes est présenté non plus au sein de la communauté, mais aux yeux de tous via des nouveaux médias. Par exemple, quelque chose qui nous a intéressés pendant ce voyage, c'était d'observer la mobilisation des artistes pour ou contre la directive droit d'auteur. Et en fin de compte, globalement, les réponses qu'on a eues, c'est que je sois pour ou contre, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce que c'est trop dangereux de s'engager aujourd'hui. J'ai pas envie que ma carrière soit menacée par des avis contraires aux miens, en fait. J'ai pas envie de mettre ça dans la balance.
Maintenant, ce qu'on a pu voir aussi en termes de revendication et d'identité, on voit une unité très forte dans la scène de musique électronique qui se crée sur l'environnement au sens de où est-ce que ces gens ont grandi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe est un continent qui a été rasé entièrement. Donc, en fait, déjà, l'ensemble de la scène, globalement, que nous, on a rencontré, revendique déjà de s'approprier un environnement qui n'est pas forcément agréable, c'est-à-dire le béton. Donc, et de transformer le béton, et de l'utiliser comme un support de création. Donc, à ce niveau-là, il y a des revendications, si bien que, après, une fois qu'on arrive à Berlin, on voit ce phénomène qui est de « touche pas ma friche ». Détruis pas ma friche. Donc la revendication, elle va se faire là, mais finalement, ça sera des revendications majoritairement pour maintenir l'activité. Un engagement plus développé, plus divers, c'est possible, c'est envisageable, mais finalement, nous, on a rencontré des professionnels et des artistes qui étaient assez frileux d'aller sur ce terrain-là au niveau de leur travail artistique. Après, je pense que c'est aussi un peu une vue de l'esprit de se dire qu'on est de plus en plus individualiste, etc. Il y a effectivement des mouvements qui vont un peu vers ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des engagements qui sont faits. Notamment, on a rencontré par exemple des artistes queer. Là, c'est une scène qui structure vraiment, mais c'est toujours autour de leur communauté, quoi. Donc, il y a des engagements autour de ça. Il y a aussi l'environnement qui est quelque chose qui commence aussi à évoluer. Il y a des choses qui se mettent en place pour ça. Et à vrai dire, je pense que quand tu supposais que le fait que ça s'institutionnalise, ça fasse perdre le côté militant. En fait, au contraire, je pense que ça fait réagir aussi. Donc, il y a une partie de la scène qui va effectivement rentrer dans un marché, dans une logique de vente, etc. Mais il y a toute une réaction à ça aussi. Et pas forcément une réaction. Le mot réaction est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça permet en fait de créer une dynamique. Et aujourd'hui, la dynamique, elle est en train de s'enclencher, notamment autour de l'environnement et puis des droits individuels aussi, quoi. Il reste une question. Je pense qu'après, il va falloir qu'on rende le plateau. Donc, dernière question. Bonjour. Je voulais poser une question à Desislava directement. Cette année, du coup, il y a la Plovdiv qui est capitale européenne de la culture. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en avant justement autour des musiques électroniques, autour des cultures créatives aussi et ce genre de choses? Yeah, that's a good question because actually, can you hear? Actually, in Plovdiv, there is one of the really active, let's say, teams of DJs and promoters who are very much focused on electronic music, and their specialty, let's say, is Scandinavian electronic music. So this duo, these friends of mine, they're also producing music, of course. Because of being so many years active, going back to the activism, they got the chance now to propose a project. So throughout the Capital of Culture year, let's say, they're making almost monthly parties and events and workshops, and they have the chance to invite artists for talks and kind of running a residency. So activism is very important because actually being an artist is already an active position in society. Now that everything is so materialistically driven and people can easily choose a way of living that is much more easy and financially satisfying. So taking an active part is actually becoming an artist. And I think the time has come for people to be more active when we talk about art, because also the art market is something really interesting to observe. There's like huge amounts of money, especially if we look at the United States or China, you know, the bigger economies. And the art market there is a crazy thing that we can't even understand ourselves, how much money is invested in the big fairs, and how can somebody buy a piece of artwork for $2 million, and you know. So
activism in Europe is essential. And as Sasha said, to come out from the ruins of your past or to come out of the issues that we're facing now, you need to be really proactive. And most of the electronic music artists are such, I believe. Yeah, because it's nothing you really do to become rich and famous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, on remercie vraiment nos invités, Desislava et Paula. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et c'est des belles rencontres au fil de ce voyage. On remercie aussi ceux qui nous ont aidés sur le projet, donc Thibaut, Mathis, Marcel-Ange, Théo aussi. Merci beaucoup pour votre aide et merci à European Lab d'avoir accueilli notre conférence. Ça a été un plaisir.